Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info, un JT ce soir en partie consacré à l'événement qui anime la principauté, le Grand Prix de Monaco. Et à peine le coup d'envoi de la 81e édition donnée, le drapeau à damier, synonyme d'arrivée, a fait son apparition des profondeurs à l'occasion de l'opération Poséidon. Une mission caritative au profit de la Fondation Princesse Charlène. L'initiateur de ce projet, l'apnéiste Pierre Frolat, nous en dira plus dans quelques instants. Et à l'approche des premiers tours de circuit et l'arrivée des spectateurs, l'ensemble des acteurs de ce Grand Prix est mobilisé pour assurer la sécurité du public. C'est le cas par exemple de la Croix-Rouge monégasque que nous avons suivi lors de son briefing. Nous serons aussi en duplex avec le directeur du secourisme et des opérations à l'international, Claude Fabretti. Le Grand Prix qui s'invite un peu partout, y compris à l'Association des jeunes de Monaco qui proposait dernièrement de se mettre dans la peau d'un pilote de Formule 1 ou d'un technicien mécanicien. Et puis deux expériences gastronomiques à découvrir en fin de JT ce soir, le Mahona qui nous rappelle que la vie est une fête et Norma qui anime la terrasse du marché de la Condamine. J-1 avant le Grand Prix de Monaco qui débutera dans un premier temps par les séances d'essai de Formule 3 et de Formule 2, mais aussi de la Porsche Super Cup. L'effervescence commence à monter dans les stands et le paddock et même jusqu'en baie de Monaco, car cette année, la 81e édition se part d'une mission caritative au profit de la Fondation Princesse Charlène. Le drapeau à damier, synonyme d'arrivée, a fait son apparition des profondeurs de la Méditerranée. Pour en savoir plus, nous sommes avec l'initiateur de cet événement baptisé Opération Poséidon. Bonsoir Pierre Frolat. Bonsoir Émilie Rousseau. Je pense que c'est le seul Grand Prix où l'on va chercher symboliquement ce drapeau en eau profonde, hein ? Oui, c'est le seul Grand Prix où on va chercher un drapeau en eau profonde et c'est la 7e fois que ça a lieu. C'est une tradition qui remonte à quelques années. D'où vous est venue l'idée ? Je me suis rendu compte pendant une interview il y a quelques années, je pense que c'était l'avant-dernier record du monde que je faisais, qu'il n'y avait pas une réelle utilité à aller chercher une plaquette au fond de la mer avec un chiffre et que ça ne serve à rien d'autre qu'à avoir une place sur un podium. Je trouvais que c'était un peu désuet, un peu sans saveur et je voulais plonger, je voulais donner de la noblesse à mes performances et donc j'ai voulu le faire pour les autres. Et on a imaginé à l'époque l'opération Poséidon. Tout un symbole, aller chercher le drapeau à damier au fond de la mer, le drapeau à damier du Grand Prix de Monaco, le faire signer par tous les pilotes de la grille de départ, et d'arrivée aussi d'ailleurs, le couple princier, les invités du moment, moi-même, et ensuite le vendre aux enchères pour une œuvre caritative et pour une cause toujours noble. Et cette année, pour la 7e fois, mais pour la première fois, nous le faisons au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, pour la lutte contre les noyades. Oui, c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur, hein. C'est très important, déjà parce que la Fondation Princesse Charlène de Monaco, dont je suis ambassadeur depuis plus de 10 ans maintenant, mène un combat qui est très important pour moi. Les noyades, vous savez que 360 000 personnes meurent chaque année de noyades. Pour la plupart, ce sont des enfants de moins de 5 ans. C'est pour ça qu'à partir de 2002, nous avons créé avec la Fédération monégasque d'activités subaquatiques l'École Bleue, qui est devenue le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, pour lutter contre ces noyades. Lorsque nous en avons parlé avec la Princesse Charlène dans les années 2010, c'est un combat qu'elle menait, elle, déjà, et elle voulait le voir se développer à Monaco. Et puis bien évidemment, symboliquement, c'est important parce que dans le monde de l'apnée, chaque année, dans le monde de la plongée, chaque année, dans le monde des activités nautiques, il y a des personnes qui se noient. J'ai perdu moi-même beaucoup d'amis dans cette discipline et c'est un symbole vraiment très très fort que de lutter contre les noyades. Oui, la grande popularité du Grand Prix permet aussi de toucher encore plus de personnes, hein. Oui, effectivement. Donc l'idée, c'est d'utiliser un événement médiatique très fort pour pouvoir mettre en avant cette cause très noble et en retirer toute la brillance, toute la lumière et bien évidemment une vente aux enchères qui va rapporter, je pense, énormément d'argent pour une cause, je vous le rappelle, qui est vraiment très très noble. Revenons sur votre plongée, Pierre, une plongée en apnée pour aller récupérer ce fameux drapeau à damier. À quelle profondeur se situait le drapeau ?
Alors ce drapeau à damier que vous voyez là, que je suis allé chercher tout à l'heure, je suis allé le chercher, alors je pensais qu'il était à 40 mètres, seulement il y avait beaucoup de houle aujourd'hui, il y avait du courant. Il s'avère qu'il n'était pas du tout là où je pensais qu'il serait, ou du moins, je ne suis pas arrivé là où je pensais arriver sur la descente. Il y a eu du courant, des vagues, j'ai un peu dérivé, je me suis déconcentré en amont de la performance, en amont de la descente. Et donc je suis arrivé à la poupe de l'épave, c'est-à-dire au cul du bateau, posé au fond, au cul de l'épave. Et il n'y avait pas le drapeau forcément, parce que le drapeau était à l'avant du bateau, à l'avant de l'épave, au fond de la mer. Et j'ai cru qu'il était posé à l'avant sur le sable. Donc j'ai longé toute l'épave en nageant, je l'ai cherché. Lorsque je suis arrivé à l'avant du bateau, il n'y avait pas le drapeau. Il y avait les plongeurs de sécurité, mais il n'y avait pas le drapeau. Je me suis dit, bon, s'ils sont là, le drapeau est quelque part. Hein. Et je me suis retourné, il était sur le bateau en fait, vraiment à la proue. C'était une image magnifique d'ailleurs. Hein. Quand je ferme les yeux, j'ai encore cette image de ce drapeau qui flotte dans la lumière, dans les phares. C'était sublime. Et donc j'ai dû remonter jusqu'à à peu près 32 mètres. Donc j'étais à 40, j'ai dû remonter à 32 mètres pour le récupérer et le ramener à la surface. L'image magnifique aussi, Pierre Frolat, c'est quand vous brandissez ce drapeau à la sortie de l'eau. Bah oui, c'est un symbole qui est très très fort. En plus, il y avait Gareth Wistock dans l'eau et il nous a fait la surprise de s'équiper. Symboliquement, c'était super fort. La remontée, elle était pleine de joie. Je sais que c'était difficile pour le public, pour les médias présents, pour les gens qui ont supporté l'opération, parce que ça bougeait vraiment fort. Hein. Il y avait une mauvaise houle, elle était longue. Mais finalement, personne n'a été malade et je pense que tout le monde a apprécié le moment. En tout cas, vu du fond, c'était sublime. Oui, Gareth Wistock, on le précise, qui est le secrétaire général de la Fondation Princesse Charlène. Quand sera mis aux enchères le drapeau à damier, Pierre ? Eh bien, on va voir justement quand est-ce qu'il sera vendu aux enchères. La Fondation va très certainement organiser dans le courant du printemps ou de l'été une grande vente aux enchères où il y aura très certainement d'autres lots aussi. Je vous rappelle que tous les pilotes de Formule 1 vont signer ce drapeau, dont Charles Leclerc, le pilote monégasque, qui est le chouchou de tous les monégasques. On est tous vraiment très très fiers d'avoir ce jeune pilote super talentueux au volant d'une Formule 1 et en plus d'une Ferrari. On espère tous qu'il fasse son premier podium et sa première victoire pendant le Grand Prix de Monaco chaque année, et lui aussi. Et il signe ce drapeau, donc c'est vraiment un symbole vraiment très très fort. Eh bien merci Pierre Frolat d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer l'opération Poséidon au profit cette année de la Fondation Princesse Charlène. Merci. Merci à vous. À l'approche des premiers tours de circuit et l'arrivée des spectateurs, l'ensemble des acteurs de ce Grand Prix est mobilisé pour assurer la sécurité du public. C'est le cas par exemple de la Croix-Rouge monégasque. Ce matin à l'auditorium Régnier 3, c'était l'heure du briefing pour les 245 bénévoles qui seront en charge de la sécurité autour du circuit du Grand Prix de Formule 1. En quoi consiste leur travail et comment s'y préparent-ils? Réponse dans ce reportage de Théo Schumer et Alexandra Marangoni. Au Grand Prix de Formule 1, il y a ceux que l'on aperçoit mais qui agissent dans l'ombre. C'est le cas de la Croix-Rouge monégasque, investie chaque année pour la sécurité sur le circuit. Et c'est ici, à l'auditorium Régnier 3, que les bénévoles étaient accueillis ce matin pour réaliser un premier briefing sur ce travail qui a toute son importance. Nos bénévoles sont déployés sur 10 secteurs différents du circuit. Donc nous avons des bénévoles qui vont patrouiller sous les tribunes, même au niveau de la fan zone. Nous avons également des ambulances autour du circuit. Donc il y aura 13 ambulances qui assureront les différentes évacuations. Chaque bénévole arrive au compte-gouttes pour connaître son ordre de mission, récupérer son équipement et recevoir des informations pratiques. Toute une organisation. Ils ont un petit chemin en fait avec plusieurs stands, et à chaque stand il y a des choses qui leur sont dites ou données. Donc ils commencent en fait au tout début où on va leur remettre des goodies, on va leur remettre ensuite les ordres de mission pour savoir où ils sont affectés tous les jours du Grand Prix. On a également un stand où ils vont recevoir une enveloppe pour leur repas du midi, et ensuite ils ont le stand radio qui se trouve juste là. Et au niveau du stand radio, pour ceux qui ont des ambulances, ils doivent
doivent récupérer une radio-ambulance. Pour les autres, on leur indique comment se servir de la radio, même s'ils l'ont déjà vue. Et ensuite, ils voient Viviana et Claude. Ils leur expliquent exactement où ils sont positionnés par rapport aux ordres de mission qu'ils ont reçus précédemment. Linda, par exemple, une secouriste britannique venue en renfort, sera affectée sur le parvis du Yacht Club pendant les courses. S'il y a un incident, je suis les commissaires, le médecin, je suis derrière pour assister et aussi communiquer les faits que je vois et que j'entends au PC98, c'est-à-dire notre poste central par radio. Quant à Nicolas, il sera en charge de conduire en ambulance à l'hôpital les potentiels blessés ou les malades. Puis s'il y a le poste de secours a besoin d'évacuer un patient ou un malade sur l'hôpital, on donnera le PC nous appellera pour qu'on puisse le prendre en charge et la transporter jusqu'à l'hôpital. Les bénévoles seront dès demain sur la ligne de départ pour le Grand Prix de Formule 1 qui commencera vendredi. Mais avant, ils sont tous attendus ce soir dans la grande salle de l'auditorium pour un dernier briefing général en présence des autorités monégasques. Bonsoir Claude Fabretti. Bonsoir Émilie. Vous avez donc accueilli aujourd'hui les secouristes qui seront mobilisés sur ce 81e Grand Prix de Monaco. Parmi eux, des renforts étrangers, des renforts nécessaires pour assurer vos missions lors de cet événement? Nécessaire et indispensable, Émilie. 245 bénévoles de 8 sociétés nationales, majoritairement de la Croix-Rouge monégasque, 90, mais comme chaque année, on peut compter sur les renforts de nos collègues de la Croix-Rouge italienne, Croix-Rouge française, les Samaritains suisses, Croix-Rouge belge, Croix-Rouge allemande, Luxembourg pour les petits États, Andorre également. Et ces renforts sont indispensables. On regrette, on a invité une équipe de la Croix-Rouge du Sénégal avec laquelle nous collaborons sur l'action internationale et ils n'ont malheureusement pas eu les visas pour être avec nous pendant ces 4 jours d'épreuve. On l'a vu, Claude, vous avez réuni ces volontaires à l'auditorium Régnier 3. Quel est le message principal que vous avez souhaité leur transmettre ? Alors le dispositif pour le Grand Prix de Monaco, pour la Croix-Rouge qui est essentiellement en charge de la sécurité du public, est très particulier. Comme c'est un circuit en ville, on a réparti le circuit en 9 secteurs différents, mais on n'intervient pas du tout de la même manière dans le secteur pelouse-rocher que dans le secteur SBM ou sur la tribune K. Donc les consignes aujourd'hui sont des consignes d'ordre général. On explique ce principe de secteur, les contraintes dans les différentes zones du circuit. On voit aussi tout ce qui est logistique, hébergement, accueil, repas pour nos équipiers. Et la spécificité du Grand Prix de Monaco où on a une multitude d'acteurs et d'intervenants pour la sécurité, que ce soit l'Automobile Club, que ce soit la DASA, le CHPG, la FIA, la FOM. Donc on est bien sûr les sapeurs-pompiers, une multitude d'acteurs et tout ce monde doit travailler ensemble sur ce petit territoire. Donc c'est un peu le sens de cette journée où on va étudier chaque position, chaque jour pour les bénévoles en renfort. Et avant le grand briefing de ce soir qui rassemblera l'ensemble des acteurs en charge de la sécurité. Oui, j'imagine que c'est une logistique impressionnante, mais qui est rodée avec l'expérience. Puis vous venez déjà de vivre le e-prix et le Grand Prix historique. Oui, c'est rodé, mais malgré tout, il y a chaque année des nouveautés. Il faut surtout pas s'asseoir sur nos lauriers. Par exemple, même si cette année nous avons eu, comme vous l'avez évoqué, le e-prix et le Grand Prix historique, pour la F1, on va inaugurer une plateforme flottante gérée par les ports de Monaco et ça c'est encore quelque chose de nouveau. Vous le savez aussi, une hospitalité qui a ouvert pour le Grand Prix historique qui sera différent pour la Formule 1 en haut à l'entrée des stands et des cheminements pour le public qui diffèrent puisque le parking de délestage des Salines a ouvert récemment et là aussi les points d'entrée sur le circuit et de circulation vont changer en ville et pour arriver vers le circuit et pour repartir du circuit chaque jour d'épreuve. Alors là, on se concentre sur le Grand Prix de Monaco, mais vos missions se sont élargies avec la présence d'un public plus festif en soirée. Oui, c'est
effectivement une évolution récente à Monaco. On a de plus en plus de personnes qui viennent à Monaco ou sur la Riviera, puisqu'on est concomitant avec le Festival de Cannes, où on a une multitude de DJ, de soirées organisées et à Cannes et à Monaco, avec des gens qui viennent juste pour faire la fête. Ils attendent la fin des épreuves, ils attendent que la piste ouvre et ils vont s'installer qui sur l'espace de la Darse Sud devant les établissements qui vont rester ouverts toute la nuit et sur les bateaux. Et c'est une nouvelle mission pour la Croix-Rouge puisqu'on a des personnes qui viennent en renfort mais qui ne verront pas les épreuves en journée, qui vont assurer des dispositifs de sécurité avec les médecins de l'État durant les nuits sur la Darse Sud. Claude, c'est une année particulière pour vous puisque la Croix-Rouge monégasque sera sur de nombreux fronts cette année, le Grand Prix actuellement, mais aussi le Tour de France en juillet prochain. Et les Jeux Olympiques, puisqu'on a 30 volontaires de la Croix-Rouge monégasque qui iront également prêter main forte à la Croix-Rouge française pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en juillet et en août. Donc oui, très grosse année en termes de secours pour la Croix-Rouge monégasque. 3 épreuves de sport automobile, le départ du Tour de France et JO et JO Paralympiques. Donc on a besoin de toutes nos ressources humaines et de nouvelles éventuellement qui seraient prêtes à nous prêter main forte pour venir faire du secourisme à la Croix-Rouge monégasque. En espérant que votre message soit bien reçu. Merci beaucoup Claude Fabretti. Bon Grand Prix à vous et à vos équipes mobilisées sur l'événement. Merci à vous Émilie et à toutes vos équipes également. Et c'est tout un pays qui vibre au rythme du Grand Prix, si bien que le monde associatif organise aussi des manifestations en lien avec la Formule 1. Exemple ce soir à l'association des jeunes de Monaco. Elle proposait dernièrement de vivre l'expérience Grand Prix de Monaco de façon très réaliste, avec notamment un simulateur et une animation pit-stop sensation garantie. Le reportage d'Anel Marquez et Camille Caloni. Se mettre dans la peau d'un mécanicien de Formule 1, c'était possible à l'AJM grâce aux animations Red Bull organisées par l'association. Agilité, concentration et surtout rapidité, de nombreux jeunes monégasques se sont prêtés au jeu avec un seul objectif, changer les roues de la monoplace le plus rapidement possible, comme lors d'un véritable pit stop. C'est très intéressant et puis il faut être rapide. On est 3, donc un qui enlève le pneu, l'autre qui le dévisse et qui le revisse et l'autre qui remet le pneu. On n'avait rien à faire après les cours, donc on est venu voir et puis on a bien fait. D'autres animations Red Bull étaient aussi disponibles, des simulateurs de course pour conduire sur les plus grands circuits du monde ou encore un jeu de rapidité sur lesquels les pilotes s'entraînent pour tester leurs réflexes. Mais avant tout, ces animations étaient là pour divertir les jeunes et leur faire passer du bon temps. Le but de l'association, c'est d'avoir vraiment une salle où toute la jeunesse de Monaco peut se réunir et se divertir. Donc on essaye de mettre en place des activités et des événements pour soutenir toute la jeunesse. Il y a plein d'activités, que ce soit du ping-pong, baby-foot, des choses assez classiques. Et on essaye aussi de vouloir mettre en place des choses un peu extérieures, comme par exemple des kartings ou des événements à thème aussi qu'on pourrait faire au sein de l'asso. Pour participer aux activités de l'association des jeunes de Monaco, il vous suffit d'être résident de la principauté, d'y être scolarisé, d'y travailler ou bien d'être monégasque et d'avoir entre 16 et 30 ans. Et vivez également le Grand Prix de Monaco en direct sur notre antenne à partir de demain. À suivre dès 13h05 ce jeudi, les séances d'essai de Formule 3 et de Formule 2 et de Porsche Super Cup. Retrouvez l'intégralité de la programmation sur nos réseaux sociaux. En tennis, Valentin Vachereau poursuit son aventure à Roland-Garros, opposé en qualification au Français Enzo Couaco. Il a rendu la même copie que lors de son dernier match. Mené dans le premier set, il a su inverser la tendance et s'imposer 4-6, 6-3, 7-5. Au prochain tour, il sera opposé au Britannique Billy Harris. En basket, la Roca Team entame sa série de demi-finales de play-off jeudi soir avec le match 1 face à Bourg-en-Bresse, à Gaston-Médecin. Privés de titre cette saison, les Monégasques n'ont plus que la Betclic Elite pour garnir leur armoire à trophées. Écoutez le meneur de jeu Mathieu Strazel et le coach Sacha Obradovic au micro de Frédéric Elion. Une équipe qu'on a l'habitude de jouer, ils ont l'habitude de nous jouer aussi. Sans trop parler de l'année dernière, ils nous ont posé pas mal de problèmes aussi. Pendant la saison régulière, donc voilà, tout simplement, j'espère qu'on va mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de faire comme l'année dernière en play-off et de
se rendre la tâche facile. Mais bon, j'imagine qu'ils vont tout faire pour pas que ça se passe comme l'année dernière. Je connais Freddy, je sais qu'il a ce sentiment revanchard, donc il va falloir qu'on redouble de concentration. Great physicality, EuroLeague, like defense. This is first. Not giving them, like easy baskets in a fast break. Control, of course, the top talent in Marissa Sher. He's still in a great shape. Main creators to stop, on the other hand, we had, let's say, pretty solid game against Le Portel. Even though missing some guys, I think, we should continue with the same, let's say, atmosphere, with the same confidence. Un peu un sentiment d'urgence pour tout le club, pour tout le staff, pour tous les joueurs. Donc voilà, l'important, ça va être de remporter ces 6 derniers matchs pour aller chercher un titre. Monaco-Bourg-en-Bresse, c'est donc ce jeudi à 19h à Gaston-Médecin. En cette période de Grand Prix, de nombreux restaurants monégasques rouvrent leurs portes pour la saison. C'est le cas du Mahona, un établissement qui a vu le jour l'an dernier pour la période estivale, essentiellement au Monte Carlo Beach. Alexandra Pagny et Lionel Bernardi s'y sont rendus la veille de l'ouverture pour vous présenter les nouveautés de cette saison. Replongé dans le Monaco iconique des années 60, ambiance cabaret pour revivre les soirées dansantes monégasques où les vedettes de l'époque venaient faire la fête tous les étés. Pour cette seconde saison, la déco est encore plus chaleureuse, comme un cocon glamour et rétro au bord de l'eau. Alors Mahona, donc le Ma vient de Maria Callas et Ona de Onassis, qui était un grand armateur grec, assez de notoriété publique dans les années 60-70 à Monaco et qui ont participé les deux dans la vie et la fête monégasque de ces années-là. Donc le restaurant s'est inspiré de ces années-là. On est sur un positionnement assez festif, effectivement, donc restaurant qui est ouvert uniquement le soir. Seul cabaret à ciel ouvert de Monaco, donc c'est important à préciser. Donc tous les soirs, on a une diva qui sera Nikki Black cette année. On va ouvrir plus tôt, à 18 h. On veut attirer notre clientèle sur un côté apéritif. Donc on aura l'offre d'Aspartagia qui veut dire en monégasque à partager, où on va avoir la possibilité d'avoir des petites planches qui nous seront servies en même temps que nos cocktails ou nos bouteilles de vin ou de champagne. On sera sur une offre très attractive et afin de développer un petit peu ce côté-là qui nous a un petit peu fait défaut et qu'on aimerait développer cette année. Le restaurant à ciel ouvert Mahona propose une cuisine locale raffinée avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Des jardins qui commencent à pousser ici au soleil et les plats qu'on propose, c'est vraiment une cuisine familiale et locale. On peut retrouver, comme on a vu, des raviolis à l'adobe, mais on a aussi la bouillabaisse, on a aussi le chapon farci avec les blettes et le tien de légumes. Côté sucré, on a les desserts qui ont été de la tradition, donc la millefeuille Prince Albert, le baba au rhum et limoncello au choix du client. On a vraiment essayé d'amener le côté tradition d'ici, de Monaco, dans l'assiette. Une carte qui met en valeur les plats régionaux et évoluera au fil des mois, comme ces raviolis à l'adobe proposés pour ce début de saison. Les raviolis, on les fait avec des jus de bœuf, vin rouge. Après, on va les assaisonner avec des tomates séchées, des olives, le parmesan et bien sûr la sauce de daube qui est réduite et qu'on va utiliser pour assaisonner notre ravioli. Là, les raviolis à Mahona, on les fait, comme vous voyez, un par un à la main, à l'ancienne. Mahona a gardé la même philosophie qu'à l'époque, célébrer la joie et le partage. La joie et le partage, c'est comme cela que l'on pourrait aussi définir notre journaliste Christinda Thomel qui incarne votre rubrique Ceux qui font Monaco. Bonsoir Christinda, pour ce nouveau numéro, on vous retrouve ce soir du côté de la Condamine. Oui, et aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'antre préféré des Monégasques et des résidents. Nous parlons bien sûr de la place du marché. Alors juste au-dessus de la place du marché se trouve un petit établissement qui a vu le jour il y a 1 an et demi de cela, chez Norma, un succès en principauté. Écoutez son histoire.
Norma, le nom, Philippe et moi, nous sommes deux partenaires ici et nous avions aimé ce nom déjà par sa connotation un peu musicale. C'est un opéra bien connu et puis voilà, on s'est lancé là-dedans comme ça. On voulait un restaurant au marché, un restaurant italien, mais un restaurant local. On utilise beaucoup les produits du marché, nos maraîchers sont juste en dessous. On utilise beaucoup les produits locaux. On a une clientèle très locale aussi, j'utilise le mot local, mais bon voilà, c'est un restaurant qui est fait pour la clientèle de la Condamine et plus bien sûr, mais voilà, on s'appuie beaucoup sur nos amis de la Condamine, c'est sûr. Alors un restaurant italien, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on retrouve à la carte? Alors, italien, mais aussi encore quelques recettes monégasques. On a le socafiche à la monégasque, on a des raviolis à la daube, qui est une recette aussi très locale. On a la pizza, bien sûr, on a une pizzeria qui est superbe. Certains disent que c'est, bon, je ne vais pas dire la meilleure, mais une très bonne pizza de Monaco. Mais voilà, une cuisine italienne très familiale, avec des plats qui changent au fil des saisons. Mais voilà, avec des prix très abordables. Tous les jours, on a des spécialités, on a une formule à 24 € qui change tout le temps, etc. Donc voilà, c'est avec une atmosphère, une petite terrasse très agréable, un peu ensoleillée. Nous sommes ouverts midi et soir, avec un apéritivo l'après-midi, un peu de musique le jeudi, vendredi. Mais voilà, la lumière change bien sûr, mais on a une pergola qui s'ouvre et qui se ferme. Et un peu loin de la rue, donc vous n'êtes pas collé à la circulation, etc. On est un peu dégagé, ce qui vous donne un peu de calme en plus. On voulait que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent un peu chez eux, donc je demande à notre personnel, à notre équipe d'être très souriante, très accueillante, très flexible aussi. Si quelqu'un veut quelque chose qu'on peut faire, on le fait. Donc voilà, une atmosphère familiale avant tout. Alors vous l'aurez compris, si vous avez envie de goûter aux spécialités culinaires bien de chez nous, mais également d'Italie, bienvenue chez Norma. Le restaurant vous accueille midi et soir. C'est noté. Anaëlle Marquez nous a rejoint en studio pour les prévisions météo. Anaëlle, quelle est la tendance pour la journée de jeudi ? Eh bien Émilie, demain l'instabilité et les nuages seront présents en principauté. Après une matinée ensoleillée, le ciel se couvrira. Au fur et à mesure de la journée, quelques averses seront même possibles l'après-midi. Du côté des températures, pas de grands changements par rapport à aujourd'hui. Elles seront comprises entre 16 et 20 degrés. Et en ce jeudi 23 mai, nous souhaiterons une bonne fête à tous les Didier. Et c'est donc une information à prendre en compte par les pilotes. Les premiers essais de Formule 3, de Formule 2 et de la Porsche Super Cup pourraient donc se faire sous la pluie. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h pour un nouveau JT. Passez une excellente soirée sur Monaco Info.